Un homme de 50 ans mangeait de l'ail chaque jour sans le mâcher. Chaque matin, il faisait la même chose. Pas de grands rituels compliqués, pas de recettes sophistiquées, pas de programme miracle, juste une habitude. Il prenait une gousse d'ail, l'avalait presque entière, puis passait à autre chose, persuadé de faire un immense bien à son corps. Dans son esprit, le raisonnement était simple. L'ail est bon pour la santé, donc en manger tous les jours ne peut être qu'une bonne idée. Et comme beaucoup de personnes, il allait encore plus loin dans sa tête. Plus c'est brut, plus c'est fort, plus c'est naturel, plus c'est efficace. Et c'est justement là que commence le vrai sujet. Parce qu'entre manger de l'ail et bien comprendre ce que l'ail peut vraiment faire, il y a une différence énorme. L'ail a une réputation impressionnante. On lui prête des effets sur le cœur, la taille, la tension, le cholestérol, l'immunité, la circulation, les infections, le nettoyage du corps et parfois presque sur tout. Pourtant, les sources officielles sont beaucoup plus mesurées. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative des États-Unis indique que l'ail a surtout montré des effets modestes sur certains paramètres comme la tension artérielle et le cholestérol, et que ces effets restent très inférieurs à ceux des médicaments utilisés quand un vrai traitement est nécessaire. Autrement dit, l'ail n'est ni une imposture ni un miracle. Et c'est précisément pour cela qu'il faut en parler sérieusement. La première chose à comprendre, c'est que la manière de consommer l'ail change beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que l'un de ses composés les plus célèbres, l'allicine, n'existe pas en grande quantité dans la gousse intacte telle qu'elle. L'allicine se forme surtout quand l'ail est écrasé, coupé ou broyé, c'est-à-dire quand certaines substances présentes dans la gousse entrent en contact les unes avec les autres après rupture des tissus. Une publication scientifique très citée sur PubMed décrit justement l'allicine comme l'un des principes actifs des homogénats d'ail fraîchement écrasés. Et ce détail change tout pour notre homme de 50 ans. Parce qu'en avalant chaque jour sa gousse presque entière, sans la mâcher, il croyait probablement obtenir la version la plus forte de l'ail. En réalité, il est très possible qu'il passe à côté d'une partie importante de ce que beaucoup associent justement à l'activité biologique de l'ail frais. Une gousse intacte avalée rapidement ne réagit pas de la même manière qu'une gousse coupée, écrasée ou bien mâchée. L'idée plus brute, plus efficace n'est donc pas forcément vraie ici. L'ail frais, écrasé, n'est pas la même chose qu'un ail avalé en bloc. Voilà pourquoi ce sujet mérite d'être regardé de plus près, car beaucoup de personnes copient des habitudes sans comprendre le mécanisme derrière. Elles entendent que l'ail est bon, puis elles inventent une routine, cru, entier, à jeun, avalé vite, parfois tous les jours, parfois en grande quantité. Elles pensent respecter l'aliment, mais au fond, elles le transforment en geste automatique, presque superstitieux. Or, la santé ne récompense pas toujours les gestes automatiques. Elle récompense beaucoup plus souvent les gestes compris. Alors, que peut vraiment faire l'ail? D'abord, il faut dire une vérité simple. L'ail est un aliment intéressant, mais il n'est pas un traitement complet à lui seul. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative explique que les compléments d'ail peuvent réduire la tension artérielle dans une petite mesure chez certaines personnes hypertendues et qu'ils peuvent aussi réduire légèrement le cholestérol total et le cholestérol à lipoprotéines de basse densité chez certaines personnes ayant un cholestérol élevé. Mais la même source souligne que ces effets sont modestes, surtout comparés à ceux des traitements standards. Donc si quelqu'un avale une gousse d'ail entière chaque matin avec l'idée de protéger son cœur, il faut remettre ce geste dans sa vraie dimension. Ce n'est pas absurde, mais ce n'est pas puissant comme on l'imagine souvent. Et surtout qu'on épaisse sa peau, ce n'est pas une excuse pour négliger le reste. L'ail ne remplace pas une alimentation équilibrée. Il ne remplace pas l'activité physique. Il ne remplace pas le sommeil, il ne remplace pas un suivi médical quand la tension ou le cholestérol sont réellement problématiques. En d'autres termes, l'ail peut participer à une stratégie, mais il ne doit jamais devenir toute la stratégie. Ensuite, il faut parler d'un autre point capital. Tout ce qui est danant ou tout ce qui est naturel n'est pas automatiquement sans risque. C'est probablement l'erreur la plus fréquente autour de l'ail. Comme il s'agit d'un aliment très courant, beaucoup de personnes ne voient pas plus la frontière entre usage culinaire normal et usage quasi thérapeutique. Or, le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative rappelle clairement que les compléments d'ail peuvent augmenter le risque de saignement. Il recommande d'en informer les soignants, surtout en cas de chirurgie ou si l'on prend déjà des médicaments qui agissent aussi sur la coagulation, comme les anticoagulants ou l'aspirine, et cela a des conséquences très concrètes.
Si l'homme de 50 ans dont on parle prend aussi un traitement fluidifiant le sang, même léger, ou s'il doit subir un acte médical, son habitude quotidienne n'est plus simplement une habitude alimentaire anodine. Elle entre dans une zone où la prudence devient nécessaire. Le NHS rappelle aussi qu'avec des médicaments anticoagulants, il faut demander conseil avant d'utiliser certains produits ou remèdes qui peuvent influencer la coagulation et plus largement que les produits naturels ne sont pas testés comme les médicaments sur ordonnance. Cela veut dire qu'un geste qui paraît petit peut devenir important selon le contexte. Et c'est exactement ce qui rend les habitudes naturelles si trompeuses. Elles ont l'air simples, mais elles n'existent jamais dans le vide. Il faut aussi parler de la tolérance digestive, parce que beaucoup de personnes imaginent que si l'ail est sain, alors plus il est fort, mieux c'est. Mais l'ail peut aussi irriter. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative indique que l'ail peut provoquer mauvaise haleine, odeur corporelle, brûlure d'estomac et inconfort digestif. Une autre page du même organisme mentionne également des effets comme l'upset stomach, c'est-à-dire des troubles digestifs ou un inconfort gastrique. Et cela nous ramène encore à notre homme de 50 ans. Avaler chaque jour une gousse crue sans la mâcher, surtout à jeun, peut paraître discipliné. Mais chez certaines personnes, cela peut surtout devenir agressif pour l'estomac. Ce n'est pas parce qu'un aliment est bon en théorie qu'il est bien toléré dans toutes les formes, à toutes les doses, au même moment de la journée. Une pratique naturelle qui finit par brûler le ventre, provoquer du reflux ou créer un inconfort n'est plus une bonne habitude. C'est un rituel mal compris. Il y a aussi une autre question que beaucoup oublient. L'ail cru entier n'est pas forcément la forme la plus intelligente. Parce qu'en santé, il ne suffit pas de demander «Est-ce que c'est bon?». Il faut aussi demander quelle forme, quelle dose, quelle fréquence, pour quel objectif, dans quel contexte. Une petite quantité d'ail écrasée dans une cuisine maison, intégrée à une alimentation saine, est une chose. Une gousse entière avalée tous les matins avec l'idée de traiter ou prévenir à elle, seule, plusieurs problèmes, en est une autre. Et c'est souvent là que les vidéos trop simplistes deviennent dangereuses. Elles remplacent la réflexion par une formule « mange ça tous les jours ». Or, la réalité ne fonctionne pas comme un slogan. Maintenant, il faut parler du point le plus subtil de ce sujet. Pourquoi tant de personnes sont convaincues que leur habitude fonctionne même quand elles n'en savent rien? La réponse est simple, parce qu'un rituel donne une impression de contrôle. Quand on avale une gousse d'ail chaque matin, on a le sentiment de faire quelque chose pour sa santé. Ce geste devient presque symbolique. Il représente la discipline, la prévention, l'effort, la sagesse naturelle. Et psychologiquement, cela compte beaucoup. Le problème, c'est que l'impression de faire quelque chose de fort n'est pas toujours la preuve qu'on fait quelque chose d'efficace. C'est exactement pour cela qu'il faut distinguer 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la tradition. Oui, l'ail est utilisé depuis longtemps. Oui, il a une place historique réelle. Le deuxième niveau, c'est la plausibilité biologique. Oui, l'ail contient des composés intéressants, notamment dans l'ail frais écrasé. Le troisième niveau, c'est la preuve clinique chez l'humain. Et là, les sources officielles restent mesurées. Quelques effets modestes, pas de miracle et beaucoup de prudence sur l'exagération. Une habitude sérieuse doit respecter ces 3 niveaux, pas seulement le premier. Alors, si quelqu'un veut vraiment intégrer l'ail intelligemment dans sa vie, quelle est l'approche la plus réaliste? La première réponse, c'est de le replacer d'abord dans l'alimentation, pas dans la superstition. Utiliser de l'ail dans la cuisine maison, dans les légumes, les légumineuses, les sauces simples, les plats peu transformés, a souvent beaucoup plus de sens qu'en faire un shot quotidien. Medline Plus cite d'ailleurs l'ail parmi les assaisonnements utiles quand on cherche à réduire le sel, ce qui est intéressant parce que cela montre une vraie fonction pratique, donner du goût à une cuisine plus saine. La deuxième réponse, c'est de comprendre que l'écraser ou le couper a plus de logique que de l'avaler entier si l'on cherche à profiter des composés qui se forment quand les cellules sont rompues. C'est là que la science sur l'alicine rejoint le bon sens culinaire. La troisième réponse, c'est de ne pas transformer une habitude alimentaire en traitement personnel improvisé si l'on a déjà des médicaments, des antécédents ou une chirurgie prévue. Dans ce cas, la logique change complètement, et c'est précisément ce que rappellent les sources officielles sur la sécurité de l'ail. Il faut aussi dire quelque chose de très important sur les compléments d'ail. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont plus propres, plus concentrés, donc automatiquement meilleurs.
Mais le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative rappelle que les résultats cliniques restent modestes et surtout que les compléments exposent aux questions habituelles: dose, qualité, interaction, tolérance, risque de saignement. Donc si l'homme de 50 ans passe un jour de sa gousse avalée entière à des capsules concentrées parce qu'il veut aller plus loin, il n'est pas forcément en train d'améliorer son approche. Il est peut-être simplement en augmentant la complexité et le risque sans améliorer réellement le bénéfice. Au fond, la vraie question n'est pas: faut-il manger de l'ail chaque jour? La vraie question, c'est: comment l'ail s'intègre-t-il intelligemment dans une vie saine, sans exagération et sans naïveté? Et la réponse est beaucoup plus mature que les slogans qu'on voit partout. Oui, l'ail peut avoir une place. Oui, c'est un aliment sérieux. Oui, certains effets biologiques et certains bénéfices modestes existent. Mais non, avaler une gousse entière chaque matin sans la mâcher n'est pas automatiquement une pratique optimale. Au contraire, si l'on raisonne en fonction de la formation de la lysine, cette manière de faire peut être moins logique que ce que beaucoup imaginent. Et si l'on raisonne en termes de sécurité, ce geste peut aussi poser des questions chez certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Il faut retenir que l'ail est souvent surestimé quand on lui prête des miracles, mais sous-estimé quand on oublie de le comprendre correctement. Il faut retenir aussi que la forme compte. L'ail fraîchement écrasé ou coupé n'est pas équivalent à l'ail avalé entier, notamment à cause de la formation d'alicine. Il faut retenir encore que ces bénéfices possibles sur la tension ou le cholestérol sont modestes et ne remplacent pas un traitement quand il est nécessaire. Il faut retenir enfin que l'ail, surtout en complément, peut augmenter le risque de saignement et demande une vraie prudence en cas d'anticoagulant, d'aspirine ou de chirurgie. Et s'il fallait y m'aller résumer tout ce sujet en une seule phrase forte, ce serait celle-ci: l'erreur de cet homme de 50 ans n'était pas d'aimer l'ail, mais de croire qu'un geste naturel répété, sans être compris, devient automatiquement un bon remède. Au fond, le vrai problème n'est pas que cet homme de 50 ans mangeait de l'ail chaque jour. Le vrai problème, c'est qu'il croyait bien faire, sans vraiment comprendre ce qu'il faisait. Comme beaucoup de personnes, il a transformé une bonne réputation en vérité absolue. Il a pris un aliment intéressant, puis il en a fait un rituel automatique, presque sacré, en pensant que le simple fait de l'avaler tous les jours suffisait à protéger son corps. Mais la santé ne fonctionne pas comme cela. Un aliment naturel peut être utile, oui, il peut avoir un vrai intérêt, oui, mais il doit être compris, bien utilisé et replacé dans son vrai contexte. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci: ce n'est pas parce qu'un geste est naturel, répété et populaire qu'il devient automatiquement une bonne habitude. L'ail peut avoir une place dans une alimentation intelligente, mais il ne doit jamais devenir une croyance qui remplace la compréhension, le bon sens et la prudence. Si cette vidéo t'a aidé à voir l'ail autrement, abonne-toi à la pharmacie naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, toi Iguer, as-tu déjà pris l'habitude de manger de l'ail cru, entier, à jeun, ou d'une autre manière, en pensant faire un grand bien à ton corps? Et partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui croit encore que plus un remède naturel est brut et fort, plus il est forcément efficace.